sachez que si la… Bonjour, donc David Raymond, sous-directeur pilotage de l'ordre de formation au sein de la direction de la formation et de l'apprentissage de Florence Poisson. Donc l'idée, sans trop rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu la stratégie régionale de formation de la région, les grands dispositifs qu'elle peut déployer et comment tout ça peut s'articuler éventuellement avec les autres financements. Donc, la politique régionale de formation professionnelle actuelle, elle est issue d'une stratégie régionale qui a été votée en 2018 et dont l'ambition de l'actif pour répondre aux besoins des entreprises et des territoires. On a parlé de formation des salariés tout à l'heure. Effectivement, la compétence première est par la loi de la région, c'est sur la formation des demandeurs d'emploi, mais de façon volontariste, la région intervient sur la formation des salariés. Mais voilà, ça dépend des secteurs et effectivement, les discussions se font à l'échelle de contrats régionaux de filière dont je reparlerai. Il faut savoir qu'au moment où la région en 2018 a voté cette stratégie régionale, très rapidement derrière, il y a eu des pactes régionaux qui ont été proposés par l'État pour investir dans les compétences et qui ont été signés début 2019. Donc, c'est venu, entre guillemets, amplifier cette stratégie régionale. On a défini plusieurs blocs d'intervention possibles selon les typologies de besoins. On a des réponses, on va dire, structurelles qui sont pour répondre à des besoins récurrents identifiés notamment par les filières. L'objectif, c'est de rendre attractifs les territoires, de répondre aux besoins des secteurs d'activité et en ayant une main-d'œuvre qualifiée et surtout dans le contexte actuel et de plus en plus capable d'évoluer. Il y a aussi forcément des besoins qui peuvent être plus conjoncturels et qui apparaissent au fur et à mesure des évolutions. Donc là, l'idée, c'est de conforter ou développer des compétences et de permettre le recrutement sur des besoins qui sont exprimés soit par des secteurs d'activité, soit aussi par des territoires. Et l'idée, c'est d'être le plus réactif possible. Et enfin, quand on a épuisé, entre guillemets, les possibilités d'intervention de façon structurelle ou conjoncturelle, il y a aussi la volonté de la part de la région d'apporter des réponses individuelles parce que tout ne peut pas être couvert par des besoins collectifs. Pour expliquer comment on arrive à transformer cette ambition en action de formation, aujourd'hui, la région construit son offre de formation à partir de besoins qu'elle identifie auprès de plusieurs sources. Alors, il y a donc les contrats régionaux de filière qui sont des réunions régulières avec les branches professionnelles, les acteurs d'une filière professionnelle, qui doivent déboucher sur un contrat qui est donc signé sur des priorités au niveau régional. Ces éléments sectoriels sont aussi accompagnés de travaux sur les territoires, puisque vous savez, la région a une équipe d'une vingtaine d'animateurs territoriaux qui au quotidien travaillent avec les opérateurs économiques, les acteurs de l'emploi et de la formation, mais aussi les organismes, puisqu'au quotidien, ils font le suivi de ces actions. Et donc, tout cela constitue aussi des remontées de territoire. Bien évidemment, pour construire les nouvelles actions, on analyse les dispositifs antérieurs. Donc, on se base sur des bilans, sur des éléments qu'on peut observer dans la mise en œuvre des actions, ce qui nous permet d'améliorer et de corriger aussi les cahiers des charges de nos dispositifs. Et enfin, et c'est d'autant plus prégnant ces derniers temps, on se doit aussi de s'adapter au contexte économique, social, mais aussi politique. J'ai parlé du pacte, mais il a été renforcé très récemment cet été par un plan jeune. Donc, les actions qu'on va commander dans les prochaines semaines ou les prochains mois seront teintées de cette priorité nationale autour du plan jeune. La crise Covid qu'on connaît depuis quelques mois a eu un fort impact à la fois dans la réalisation des actions, puisqu'on a dû s'adapter, renforcement de la formation à distance, adaptation des parcours, mais aussi dans les cahiers des charges, puisque comme vous avez peut-être pu le voir ou vous le verrez dans les prochains cahiers des charges,
on parle souvent de cette adaptation à des contextes de crise et de renforcement de la capacité à recourir à la formation à distance. Donc, à partir de l'ensemble de ces éléments de diagnostic, ensuite, on active plusieurs types de dispositifs. Alors, je vais passer assez rapidement sur les deux premiers parce qu'ils ne concernent pas votre champ d'activité, mais je souhaite les citer quand même parce qu'ils peuvent être en complément. Il y a deux habilitations de services publics qui sont à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. On peut considérer que c'est un peu nouveau d'avoir des réponses sous ce mode d'achat. Une sur des socles de compétences, donc qui permet sur l'ensemble du territoire d'accéder à des compétences clés en communication, en sciences, en sens de l'initiative et des entreprises, en conscience et expression culturelle, mais aussi la capacité à apprendre. Donc ça, c'est des dispositifs typiquement qui peuvent être complémentaires de formation ultérieure qualifiante, puisque ça permet aux gens d'acquérir un socle de compétences. Ensuite, le choix qui a été fait par la région, c'est de permettre sur un certain nombre de secteurs d'activité aux publics les plus éloignés de passer par une habilitation premier niveau de qualification. Donc, c'est bien une offre de formation qualifiante qui permet d'accueillir les personnes les plus éloignées de l'emploi sans sélection, avec des parcours individualisés et un accompagnement renforcé et ce qu'on peut appeler des prestations connexes, notamment autour de l'hébergement et de la restauration. Puisque pour les publics qui rentrent sur ces dispositifs, les organismes doivent prévoir des possibilités d'hébergement et de restauration. La souplesse aussi qui est apportée par ce dispositif, c'est qu'on peut suspendre à tout moment le parcours pour une période de travail ou pour des raisons personnelles et retrouver sa place quand on souhaite revenir sur le dispositif. Alors, plusieurs secteurs ont été ciblés et votre secteur n'en fait pas partie, mais c'est l'état de l'habilitation aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, ça ne sera pas un dispositif qu'on mobilisera aussi. Aujourd'hui, les secteurs sont autour de l'agriculture, du bâtiment, de l'industrie, du commerce, des services, du transport logistique et de l'hôtellerie-restauration. Après, et c'est là où ça concerne le secteur du sport et de l'animation, nous avons aujourd'hui deux types de réponses complémentaires sous forme de marché public. Un qui concerne alors soit ce qu'on appelle des certifications, soit ce qu'on appelle des habilitations, donc c'est des formations assez courtes qui sont réglementaires sur des secteurs d'activité. Donc il y a des appels d'offres qui sont lancés, qui vont être lancés pour des publics ou des secteurs bien identifiés. Et pour le secteur du sport et de l'animation, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui les commandes se font. Donc il y a une commande qui est en cours de notification, qui pour la plupart a été notifiée pour des démarrages là, sur le second semestre 2020. Et il y aura une commande également à venir qui va sortir sous 15 jours pour des actions démarrant au premier semestre 2021. D'autre part, et là ça peut concerner potentiellement tous les secteurs d'activité, sous forme de marché, on est en cours de réflexion et de finalisation d'un nouveau dispositif qui s'appelle Nouvelles compétences pour l'emploi. L'idée, c'est de travailler sur des besoins exprimés par des entreprises sur des métiers en développement ou émergents. Et alors là, ça sera pleinement impacté et en phase avec le plan jeune, puisque les cibles prioritaires seront les jeunes sans qualification, les jeunes décrocheurs, et également dans le cas du plan de relance, une priorité qui sera donnée aux personnes en reconversion. Donc là, ce qu'on attendra en termes de spécificité, c'est un travail plus fort avec les entreprises dans les phases de recrutement, d'alternance, mais aussi à l'issue de la formation sur l'insertion des publics. Pour terminer rapidement,
Juste dire que sur le secteur du sport et de l'animation, on a conscience qu'il y a encore du travail à mener pour améliorer notre offre de formation. Donc, on continue à travailler avec la DHJS sur l'identification des besoins. On continue aussi, on va faire en sorte d'améliorer nos commandes en termes de calendrier pour permettre de les lancer plus en amont pour avoir des phases de recrutement plus confortables, on va dire. Et on a des réflexions en cours sur ces commandes. Donc, peut-être que dans les années à venir, on aura soit des commandes spécifiques sur le secteur du sport et de l'animation pour prendre en compte ces spécificités. Voilà. Soit, en tout cas, il y aura des évolutions. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Omer Ozerol, je suis sous-directeur en charge de la sécurisation des parcours dans la direction de Florence Poisson, direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc, l'idée aujourd'hui avec nos partenaires est de vous donner un peu de vision sur la politique régionale de sécurisation des parcours et vous aider à identifier aussi les dispositifs en place et ceux qui ont été développés notamment récemment. Donc, à travers cette question de la sécurisation des parcours, donc il y a une volonté un peu transverse de la région de prendre en compte les éléments périphériques ou connexes liés aux individus, aux apprenants dont nous finançons les formations. Donc, cela se décline la méthode, mais aussi en dispositif. Des mesures régionales de sécurisation des parcours font l'objet de dispositifs. Le plus connu, le principal, et le dispositif de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Alors, ces stagiaires peuvent bénéficier d'une rémunération ainsi d'une protection sociale selon certains critères que je vais vous expliquer tout à l'heure. Il y a également des dispositifs individuels que la région étoffe désormais. Un dispositif que certains d'entre vous ont peut-être déjà identifié est celui des aides individuelles régionales. On va vous faire une petite focale sur ce dispositif dans un premier temps. Et nous déclinerons à un moment ultérieur de cette réunion les autres fonds qui sont en train d'être mis en place et qui sont disponibles dès aujourd'hui. Donc, au total, l'effort régional en matière de sécurisation des parcours représente près de 110 millions d'euros annuels, donc à destination de nos publics. L'aide individuelle régionale. Alors, l'accès au financement via l'aide individuelle régionale se fait sur prescription. La liste des prescripteurs identifiés et que je vous cite aujourd'hui sont Pôle emploi, Mission locale, les missions locales, le Cap emploi pour les publics handicapés, ainsi que les PLI. Alors, c'est la région qui instruit les demandes de financement individuel sur la base d'un devis qui est produit par le demandeur d'emploi, que doit donc donner l'organisme de formation. Ce devis donc doit permettre d'instruire le dossier du demandeur, d'en évaluer l'objet, la pertinence et également le coût. En raison de la complémentarité affirmée et souhaitée de ce dispositif qui est subsidiaire, hein, vraiment, ça c'est un point important à retenir, c'est un dispositif subsidiaire de l'offre de droit commun, de l'offre collective régionale. La région veille à ce que des groupes, si vous voulez, des groupes conséquents ne soient pas constitués via ces financements, puisque d'autres voies sont à privilégier pour financer les groupes. Donc, c'est une aide subsidiaire qui intervient, ça c'est un point important à retenir, qui intervient un peu en dernier recours, lorsque les voies un peu de droit commun ne peuvent être mobilisées. Le montant de l'aide, c'est un critère aussi important. Donc, 3 000 euros. 3 000 euros maximum peuvent être attribués à la région au titre de cette aide. Mais attention, dans une logique de complémentarité, c'est-à-dire que la région peut accepter qu'il y ait un reste à charge si celui-ci est sécurisé. Il est possible de mobiliser un peu la diversité de palettes de financement possibles et individuelles. Le fonds d'aide-aux-jeunes, Sésame, lorsque c'est éligible, l'autofinancement, je viens de le citer. Les aides individuelles sont aussi cofinancées avec l'AGEFIP. C'est un point important. Le partenaire de l'AGEFIP cofinance les aides individuelles régionales avec nous et co-instruit les dossiers qui sont concernés. D'autres collectivités peuvent également être sollicitées en fonction des politiques locales, notamment des communes, selon les situations spécifiques. Donc, à retenir le principe de subsidiarité et de complémentarité.
Alors, dans les grandes lignes, puisqu'il y a un règlement d'intervention qui peut être rendu disponible, bien entendu, les formations éligibles sont celles qui sont reconnues au répertoire national des certifications professionnelles, d'une durée maximale de 12 mois, sauf, et ça c'est une nuance importante, notamment dans votre secteur, lorsque le référentiel pédagogique le permet. Dans ces cas-là, la durée maximale de formation éligible sera de 18 mois. Parfait, merci, merci David et Raymond là, pour ces éléments sur les marchés et les aides individuelles. On y reviendra sûrement sur les questions après. Voilà, on ne veut pas trop en dire non plus, il y aura sûrement des questions. Je vais laisser la parole de suite à Sylvie Saint-Supéry qui est dans mon bureau et qui représente, je vais la laisser se présenter, mes côtés Pôle emploi pour vous présenter aussi les aides de Pôle emploi. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Sylvie Saint-Supéry. Je travaille au sein du service formation de Pôle emploi à la direction régionale Nouvelle-Aquitaine, service formation dans les territoires, donc qui est le service qui accompagne les agences dans l'utilisation, la mise à disposition des infos sur la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Alors, je vais démarrer par on va dire ce qui nous permet, est un principe pour nous, une clé d'entrée dans le travail d'accompagnement au quotidien de nos collègues du réseau, c'est le conseil en évolution professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle, il a été dicté dans la loi de mars 2014 sur la réforme de la formation professionnelle et il a été amendé aussi en septembre 2018 dans la loi LCAP. Alors, évidemment, avant le CEP, avant que soit formalisé le CEP, il y avait des accompagnements de demandeurs d'emploi qui existaient, comme des accompagnements de salariés aussi. On va dire que le Conseil en évolution professionnelle a formalisé, a harmonisé toutes les pratiques et il y a eu effectivement aussi des principes et des règles à appliquer. Donc, le CEP, c'est quoi? C'est un processus d'appui à tout actif pour faire le point sur sa situation professionnelle, pour le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie. Alors, l'objectif de ces stratégies, c'est quoi? C'est l'évolution professionnelle, l'insertion, le développement de compétences, la certification professionnelle ou la mobilité interne. Et ce qu'a amendé la loi LCAP, donc la loi LCAP, c'est la loi Liberté de choisir son avenir professionnel de septembre, c'est de le mettre encore plus en lien avec les besoins économiques du territoire, les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Donc, vraiment, il faut raccrocher ça, il faut toujours avoir en tête, effectivement, de vérifier le marché du travail et les prévisions. Les opérateurs du CEP pour les demandeurs d'emploi, puisqu'on a vu tout à l'heure, l'OPCO nous a bien précisé, pour les actifs CCIBC 33 et ses partenaires, les opérateurs du CEP, c'est les opérateurs historiques de 2014, donc Pôle emploi pour tous les demandeurs d'emploi, mission locale pour les jeunes, donc moins de 26 ans, plutôt peu qualifiés, Cap emploi pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, enfin, les personnes bénéficiaires d'obligations d'emploi pour être plus complète, Cap emploi pour les… Oui, Cap emploi, voilà, et l'APEC, pardon, pour les demandeurs d'emploi cadres. Donc, vous pouvez, donc, comme vous le voyez, enfin, je vous le redis, effectivement, tout demandeur d'emploi, déjà, il a un conseiller référent dans son agence Pôle emploi. Et il peut aussi avoir, par délégation, un second conseiller référent dans les structures partenaires déléguées. À partir du moment où, effectivement, il est suivi par la mission locale ou Cap emploi ou l'APEC, ça devient effectivement le référent de cette structure déléguée qui devient le référent principal. Mais il est toujours attaché à un portefeuille d'un conseiller référent Pôle emploi. Tout ça pour dire qu'effectivement, un demandeur d'emploi qui viendrait vous voir n'est jamais tout seul dans la nature, sauf s'il n'était pas inscrit. Il a toujours un référent vers qui se tourner, même s'il existe plusieurs niveaux d'appui. Alors, je vais parler, moi, pour Pôle emploi, des aides individuelles à la formation, aides individuelles, parce qu'effectivement, en Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, nous n'avons pas d'offre collective, il n'y a pas de marché Pôle emploi. Tout ça parce qu'effectivement, il y a une complémentarité avec la région et qu'il a été décidé qu'en Nouvelle-Aquitaine, on allait fonctionner de cette manière. Donc, l'aide individuelle à la formation Pôle emploi, souvent vous entendrez AIF, l'acronyme AIF, elle
permet de prendre en charge le coût pédagogique d'un parcours de formation quand, alors on arrive pareil toujours sur le principe de complémentarité et de subsidiarité dont on parlait tout à l'heure Omer, quand aucun autre dispositif de formation professionnelle ne peut être mobilisé pour garantir donc son retour à l'emploi. Ça veut dire qu'effectivement, quand il n'y a pas de session de formation en achat collectif, de dispositif associé à un contrat de travail, une POEC aussi, voilà. Il faut effectivement, le conseiller doit étudier tout ça avant de pouvoir aller étudier effectivement cette demande d'AIF. Elle doit répondre à un besoin de professionnalisation dans l'objectif d'un retour rapide à l'emploi. On n'exige pas forcément une certification, on exige effectivement une opérationnalité assez rapide sur le marché de l'emploi. Elle doit concourir à la réussite du projet professionnel et on y revient, elle doit aussi avoir pour objectif de contribuer à la réduction des tensions sur le marché du travail néo-aquitain. Alors, un projet de formation, il doit être réaliste et réalisable. C'est un peu notre colonne vertébrale. Donc, au regard des prérequis de la formation, bien évidemment, du niveau de la personne, de l'éloignement géographique de l'organisme, du coût proposé, hein, c'est-à-dire effectivement, on peut comparer, on peut même d'ailleurs, enfin, on conseille fortement aux demandeurs d'emploi de faire des devis, d'avoir plusieurs devis, qu'on puisse faire des comparaisons de coûts et de contenu. Parfois, ça peut dire qu'on va renégocier des devis. On en est là. Et de la rémunération aussi perçue par la personne, dans le sens où on essaie de sécuriser aussi son parcours professionnel par la rémunération. Et ainsi, évidemment, que l'environnement socio-économique, ça, on n'y revient pas. L'AIF, elle est mobilisable depuis peu, puisque je dis depuis peu, c'est depuis le 8 juillet, sans la mobilisation du compte personnel de formation, puisque j'y viendrai après, les droits CPF, on les mobilise autrement. Et les plafonds de participation financière de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, alors, je vous parle à date, ça pourrait changer peut-être en 2021. En tout cas, à date, on est sur des plafonds de 4 000 € pour des publics non PIC. Alors, non PIC, c'est effectivement un abus de langage, c'est les publics qualifiés. Et 6 000 € pour les publics PIC, c'est par extension de langage des publics qui ont un niveau infra 4, donc qui sont peu qualifiés. Nous, par contre, contrairement à hier, il n'y a pas de possibilité de reste à charge possible pour le demandeur d'emploi. C'est ce qu'on appelle le principe de gratuité que notre conseil d'administration avait décidé. Donc, ça peut aussi mettre en balance dans le choix de faire une demande d'AIR ou d'AIF. Donc, pas de reste à charge possible pour le demandeur d'emploi. Alors, ce dispositif, là aussi, hein, je crois comme Omer l'a dit, ce dispositif, par principe, il est individuel, il est personnalisé. Il n'a pas vocation à conduire à une constitution de groupe de stagiaires. En clair, sur une même session, on ne peut pas avoir 10 AIF, même 6 AIF demandés par un même organisme. Parce que sinon, là, ça voudrait dire il faudrait se tourner, ça veut dire qu'il y aurait un besoin qui serait plus lié à, sans doute, une réponse à un appel d'offres, un marché. Pour l'organisme, on va faire un petit peu côté organisme de formation. Comment ça se passe? Si vous n'avez jamais entendu parler, comment je fais pour pouvoir donner un devis au demandeur d'emploi qui puisse le transmettre à son conseiller référent? Alors déjà, votre session de formation, elle doit être obligatoirement saisie dans le CARIF. Le CARIF, Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, et son outil de gestion qui s'appelle Raphaël. Sans session saisie dans le CARIF, on ne pourra rattacher aucune aide. Donc, on a impérativement besoin déjà que ça se soit fait. Ensuite, on utilise tout ce qui est transmission de devis dématérialisé et ça va demander à vous, organisme de formation, de créer un devis via notre interface qui s'appelle Keros. Donc, je ne sais pas si certains le connaissent ou pas. C'est quoi? C'est un applicatif qui est interfacé entre le système informatique de Pôle emploi et le CARIF 4 métiers Nouvelle-Aquitaine. Quand vous adhérez en ligne sur pôle emploi.org, vous allez avoir des codes d'accès qui font que là, vous allez pouvoir effectivement créer des devis, les transmettre. On va voir après pour le demandeur d'emploi ce qui se passe, les transmettre, faire attester de l'entrée des stagiaires, de l'assiduité des stagiaires, donc présence, absence, envoyer le bilan transmettre le bilan de facturation, le bilan pour la facturation. Voilà, c'est tout un
tout un applicatif, une interface qui est très riche et qui permet effectivement de faire un lien entre le CARIF, vous et nous. Pour le demandeur d'emploi, effectivement, quand vous lui transmettez ce devis par Kéros, il va pouvoir le visualiser dans son espace personnel Pôle emploi.fr. Et là, il va pouvoir accepter ou non le devis. Donc, voilà, il peut très bien avoir fait plusieurs demandes auprès de plusieurs organismes et avoir plusieurs devis. Et il va souhaiter, peut-être après discussion aussi avec son conseiller, en accepter qu'un seul, en transmettre qu'un seul. Puisque quand lui l'accepte, le conseiller va le voir. On voit déjà, en fait, le conseiller référent, il a déjà une visualisation de ces des devis transmis par demandeur d'emploi. Mais effectivement, quand le demandeur d'emploi va l'accepter, là, il va falloir que le conseiller agisse. C'est-à-dire qu'effectivement, soit il voit régulièrement son demandeur d'emploi et ils vont se revoir et en discuter, soit il ne le connaît pas et à ce moment-là, ça va être l'occasion de pouvoir l'évoquer. Et en fonction de tout, ben voilà, du CEP, de la validation du projet, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, le conseiller pourra effectivement accepter ce devis. Et donc, ça sera effectivement, ça voudra dire que si on a un devis donc, pour un public pic de 5 000 €, ben, Pôle emploi financera ces 5 000 €. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, un devis accepté par le demandeur d'emploi n'engage pas Pôle emploi. Vous allez voir dans l'interface Kéros que le devis a été accepté par le demandeur d'emploi. Pour l'instant, il n'est qu'accepté par le demandeur d'emploi. Il n'est pas validé par Pôle emploi. Alors, je vais faire un petit rapide détour par effectivement les rémunérations et les aides à la mobilité géographique. Je ne vais pas y rentrer plus profondément parce qu'effectivement, c'est compliqué. C'est selon chaque situation, chaque DE peut avoir une situation différente. Et c'est encore là du ressort du conseiller, son conseiller référent, de l'accompagner là-dessus. De toute façon, pardon, ça sera forcément évoqué dans le projet de formation. Donc, selon la situation du demandeur, il peut y avoir une rémunération qui s'appelle AREF, allocation de recherche, emploi, formation. C'est le pendant de l'ARE pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'ARE, c'est-à-dire de l'allocation recherche, emploi. C'est-à-dire des personnes qui ont cotisé et qui ont droit à ce qu'on appelait vulgairement l'allocation chômage. Il peut y avoir effectivement l'octroi d'une rémunération de fin de formation. Ça, c'est le cas pour des personnes qui feraient une formation et dont les droits vont être épuisés en cours de formation et dans la mesure où la formation qu'ils suivent fait partie de la liste. Il y a une liste, un arrêté préfectoral qui liste ces métiers qui sont des métiers en tension. Voilà, donc ça, effectivement, ça va être étudié. Et si le demandeur d'emploi n'a pas d'ARE, donc n'est pas allocataire, il peut y avoir une rémunération de formation Pôle emploi qu'on appelle RFPE qui peut être attribuée. Donc cette formation, elle a un plafond de 652,02 € de mémoire pour les centimes. Et elle peut, un jeune de moins de 18 ans, ça va être 180 €. Et puis il y a des échelles, notamment pour les jeunes qui n'auraient pas travaillé, autour de 300 €. Voilà, enfin tout ça, de toute façon, effectivement, ne vous lancez pas dans ces explications auprès d'un demandeur d'emploi, vous le renvoyez sur son conseiller parce qu'effectivement, c'est toujours un petit peu compliqué. Parfois, les gens pensent avoir une allocation, n'en ont pas. Concernant les aides à la mobilité géographique, là, il peut y avoir des aides donc, qui vont couvrir à la fois une prise en charge forfaitaire de frais kilométriques, des frais de repas, un forfait frais de repas, et ou d'hébergement si besoin. Mais la condition, c'est que déjà la distance entre le domicile et le lieu de formation du demandeur d'emploi soit supérieure soit à 60 km aller-retour, soit à 2 heures aller-retour. Et une deuxième condition qui s'ajoute, ce sont des conditions de ressources. Le demandeur d'emploi, il doit être non indemnisé par Pôle emploi ou faiblement indemnisé, c'est-à-dire en dessous de ce qu'on appelle l'ARE minimale, 29,38 €. Là aussi, pour ces aides-là, renvoyer le demandeur d'emploi vers son conseiller référent pour vérifier son éligibilité. Il y a un plafond annuel de ces aides aussi à 5 000 €. Peut-être que le demandeur d'emploi a déjà consommé cette aide. Tout ça, vous ne pouvez pas le savoir. Ça va être vraiment au conseiller, là aussi, de l'accompagner pour sécuriser le parcours de formation. Alors, sur la mobilisation des droits, là, je vais parler de la mobilisation des droits CPF.
nous étions, on va dire, nous avions porté jusqu'en novembre 2019, on portait la mobilisation des droits CPF, Pôle emploi. Ce n'était pas forcément toujours très commode et très pratique. Depuis fin novembre 2019, donc la mise en place de l'appli Mon compte formation, elle permet aux demandeurs d'emploi donc d'acheter en toute autonomie sa formation via la mobilisation de son CPF. Le cas échéant, si besoin, de payer directement le reste à charge par carte bancaire, ou encore, dernière chose depuis juillet, de pouvoir solliciter un abonnement à Pôle emploi sur la part qui serait non couverte. Alors, l'abonnement Pôle emploi CPF, en fait, il va s'aligner sur les plafonds AIF, 4 000 € pour les non-PIC, 6 000 € pour les infra-PIC. Alors, en clair, l'achat autonome, c'est quoi? C'est quand le CPF couvre la totalité de ma formation. J'ai une formation à 3 000 €, j'ai 3 500 de CPF, tout va bien. J'utilise mon compte formation en toute autonomie. À la limite, Pôle emploi, c'est transparent pour Pôle emploi. Voilà. Et si mon CPF ne couvre pas la totalité de ma formation est à 3 000 € et je n'ai que 2 500, je peux tout à fait faire un complément carte bancaire, là aussi, en toute autonomie, sans avoir besoin de la validation du conseiller Pôle emploi. Alors là où arrive la validation de Pôle emploi, c'est quand le CPF du demandeur d'emploi ne couvre pas la totalité du coût de formation et que le demandeur d'emploi ne souhaite pas ou ne peut pas prendre en charge le coût restant. Mon exemple, voilà, j'ai 3 000, alors je reviens, j'ai 3 000 € de droits CPF, j'ai une formation à 4 000 €, je ne veux ou ne peux pas prendre en charge le complément, je vais pouvoir cocher, faire une demande d'abonnement à Pôle emploi. Et là, on va revenir sur les mêmes critères de validation de l'AIF. Enfin, on est dans les mêmes idées hein, sur le CEP, sur la validation du projet. Évidemment, c'est sur à peu près les mêmes critères d'analyse. Alors, au préalable, pour vous, organisme, il faut pouvoir avoir enregistré pour pouvoir transmettre un devis, faire une proposition commerciale, même ça s'appelle au demandeur d'emploi. Dans l'appli de la CDC, il faut être enregistré dans EDOF. EDOF, c'est quoi? C'est l'espace des organismes de formation de la CDC, de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, vous vous enregistrez sur le site ou sur l'appli, et là, vous pourrez effectivement faire une proposition de devis aux demandeurs d'emploi intéressés pour suivre sa formation. Et je dirais même, vous pourrez être visible, parce que si vous n'êtes pas inscrit sur EDOF, même si vous êtes inscrit dans le CARIF, là, c'est complètement décorrélé. Si vous n'êtes pas inscrit sur EDOF, un demandeur d'emploi qui va sur mon compte formation ne peut pas voir que votre formation existe. Donc, c'est important de se dire, il n'y a pas de lien. Pour l'instant, il y en aura peut-être un jour entre le CARIF et EDOF. Donc, à partir du moment où on veut pouvoir, les demandeurs d'emploi mobilisent leur CPF, il faut absolument inscrire votre session dans EDOF. Juste à noter, pour information, un salarié à temps plein, donc quand on est salarié, on épargne 500 € par an de droits CPF dans la limite d'un plafond de 5 000 €. Il y a une majoration de 300 € par an pour les personnes non qualifiées qui ont un niveau brevet des collèges maximum, et pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, dans les personnes travailleurs handicapés, ce qui mène à un plafond de 8 000 €. Mais ça peut faire effectivement une belle enveloppe. Juste parce qu'on m'a dit d'aller vite, mais juste quand même, je voudrais dire ça, je me presse. Évidemment, pour inscrire aussi votre formation dans EDOF, il faut que votre formation soit éligible au CPF. Ça paraît évident, mais parfois c'est mieux de le dire. Pour qu'elle soit éligible au CPF, il faut être effectivement qu'elle soit inscrite au RNCP ou au répertoire spécifique. Donc RNCP, on en a parlé tout à l'heure, ou le répertoire spécifique qu'on appelle aussi l'inventaire. Voilà. Donc avoir un numéro de certification CPF, sinon effectivement, ça vous sera refusé. Voilà pour mon intervention. Je vous remercie. Hop, on switch. Bon, j'espère que vous avez bien suivi. Voilà, c'est assez technique, mais c'est vrai que c'est des sujets quand même importants. Il faut quand même rentrer dans la technique pour bien les comprendre malgré tout. Je vais laisser la parole pour terminer en 5 minutes, parce qu'on va essayer de passer à la phase de questions-réponses derrière. À Omer Oserol, qui s'est exprimé juste avant. Il y a deux nouveaux dispositifs un peu innovants du Conseil régional qui viennent de sortir. Il va nous faire un petit point sur la rémunération rapidement. Je sais qu'il peut être succinct. Et puis, on va faire un point sur les 2 nouveaux dispositifs du Conseil régional. Et puis après, on passera à la phase de questions-réponses. Merci. Omer, tu peux décrocher ton micro. Merci Vincent. Pardon. Merci Vincent. Je vais essayer d'être effectivement rapide sur la rémunération des stagiaires. Donc, c'est une
La région intervient à travers ce dispositif donc, pour sécuriser les parcours, pour régler les situations matérielles en fait, et éviter les ruptures de parcours qui pourraient survenir pendant la formation. L'idée étant que les stagiaires puissent suivre leur formation jusqu'au bout, jusqu'à leur qualification. Donc, pour faire rapide, il y a un certain nombre de grands principes. Alors, les documents liés à la rémunération, les règlements d'intervention et tout ce que je vais vous dire sont sur le site du CARIFOREF. Et puis, nous pourrons éventuellement aussi vous les communiquer si vous en avez besoin par la suite. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Donc, les grands principes. La région intervient lorsque les stagiaires ne sont pas indemnisés par Pôle emploi ou perdent leur indemnité pendant la formation. Ça, c'est un principe qui a été réaffirmé par la région. Désormais, la région prend le relais également en cas de perte des indemnités. Il faut que la formation soit agréée par la région. Concrètement, pour résumer les choses rapidement et un peu grossièrement, les formations agréées sont celles que finance la région. Seuls les parcours de à partir de 150 heures sont éligibles. Et la rémunération est donc versée au regard de la présence effective en formation et surtout l'organisme de formation a un rôle important à jouer en amont dans la préparation, si possible, le plus tôt possible du dossier de rémunération et tout au long de la formation, tous les mois notamment, pour saisir les états de fréquentation et déclarer les présences des stagiaires. Ces présences conditionnant donc le versement de la rémunération. Il y a des grilles de barème, des éléments communicables ultérieurement et consultables sur le site du CARIFOREF. Donc, je vais passer aux autres sujets qui sont aussi un peu plus nouveaux et qui mériteraient peut-être une focale plus détaillée. Donc, ces dispositifs, les dispositifs que je vous présente, s'inscrivent donc dans cette politique de sécurisation des parcours. Éviter les ruptures, ça c'est le principe principal. Tenir compte des frais connexes des stagiaires, des éléments un peu matériels, financiers, tous les éléments périphériques qui peuvent, s'ils ne sont pas, gérés ou satisfaits, vraiment gréver la formation et la réussite du parcours individuel, parce que c'est de cela dont il s'agit derrière. Donc, dans une logique de soutien aux individus. Donc, parmi un peu les nouveautés, la région en avril dernier, a voté un règlement d'intervention donc dans le cadre de sa politique volontariste, c'est une volonté de la région, a mis en place un fonds de sécurisation des parcours. Ce fonds s'inscrit donc dans le cadre du pacte. Il a deux volets, je vais essayer de faire assez rapidement. Il a deux volets, et donc deux dispositifs qu'il faut que vous reteniez. Donc, le fonds social formation et le fonds d'aide à la mobilité vers l'emploi. Les deux permettent de satisfaire à des besoins de nature, je dirais, identiques, des dépenses liées au logement ou au transport. Mais ce qui les distingue, c'est que le fonds social formation donc, peut être actionné et doit être actionné par l'individu lui-même en cours de formation en cas de situation fortuite, concrètement, de panne de véhicule pour se rendre en formation, de coups durs sur les postes de dépenses que j'ai évoqués précédemment, logement, transport, conditions, indispensables pour aller jusqu'au bout de la formation. Donc, il faut qu'on atteste un risque de rupture. Pour cela, la région souhaite s'appuyer sur les organismes de formation qui viendront attester, à l'appui du stagiaire, de leur apprenant, ce risque de rupture, ce risque d'abandon. Donc, comment l'aide est modélisée? Plusieurs demandes sont possibles. L'aide totale par bénéficiaire par an peut aller jusqu'à 1 000 €, mais il peut s'agir de dépenses de 150 €, 300 €, demandées plusieurs fois. Si ces dépenses imprévues survenaient plusieurs fois, elles peuvent être demandées plusieurs fois à la région. Le seuil minimal de déclenchement est de 100 € tout de même. Mais cette aide donc est un petit complément pour, en plus des dispositifs cités précédemment, notamment la rémunération, venir aider ponctuellement les bénéficiaires de formations financées par la région. L'autre aide qui est un peu nouvelle et qui mérite d'être, une petite focale aujourd'hui avec vous, c'est le fonds d'aide à la mobilité vers l'emploi. Alors là, on est dans une situation un peu différente. C'est un sujet que l'on investit donc récemment avec la région et que l'on dote surtout de dispositifs et de leviers, d'une sorte de gamme de services pour les bénéficiaires en matière de sécurisation. Il s'agit de soutenir les publics qui sont sortants des formations financées ou reconnues par la région dans leur démarche d'accès à l'emploi. L'idée, c'est de sécuriser la période d'essai dans laquelle
qui est une période un peu à risque pour les demandeurs, notamment lorsqu'il y a des questions de mobilité géographique qui peuvent entraîner des dépenses fortes et difficiles à supporter les premiers mois de l'emploi. Toujours ces dépenses périphériques liées au transport ou au logement. Donc, pour par exemple satisfaire à des contraintes de double résidence, le temps de stabiliser une situation professionnelle. Donc, toujours dans le cadre du pacte, la région a voté ce dispositif pour le mettre à disposition des demandeurs. Alors, l'aide doit être limitée à un moment dans sa possibilité d'actionnement dans le temps. Donc, elle est réservée aux apprenants sortis de formation depuis moins de 6 mois et signataires d'un CDD minimum de 3 mois ou d'un CDI. Donc, elle est versée en 2 fois pour un plafond maximum par an par bénéficiaire de 2 000 €. Mais attention, le second versement est conditionné quand même par le maintien en emploi et ne sera pas versé si la personne a quitté son emploi entre-temps. Voilà, ça, c'est un point aussi à voir. Alors, les services de la région sont à disposition. On vous a donné il y a une adresse mail générique, un peu plus haut, fonds de sécurisation des parcours. N'hésitez pas à nous interroger. Le dispositif est opérationnel sur le portail des aides de la région, donc actionnable par les individus directement au lien qui est également indiqué voilà, lesaides.nouvelle-aquitaine. D'ailleurs, c'est le portail où il y a toutes les aides de la région Aquitaine disponibles. Il y a également des guides à cet endroit-là. Je vous invite à le consulter, à informer aux bénéficiaires. Et on a lancé aussi une plaquette, une campagne de com avec un peu d'outillage, un peu de matériel qu'on met à disposition des organismes de formation. Une partie a déjà été distribuée et nous pourrons vous doter aussi d'éléments un peu d'information ultérieurement. Et bien sûr, nous sommes à votre disposition pour toute question et échanger. J'espère ne pas avoir été trop rapide parce que c'est dense, mais ça fait beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup Robert, d'informations et c'est pour ça que nous sommes disponibles après également pour tous lorsque ça sera nécessaire. Bien, merci. On laissera le support PowerPoint, ce qu'on a évoqué aussi tout à l'heure. On va passer directement aux questions. Je vais laisser la main à Christophe. Oui, alors là, on a pas mal de questions sur cette thématique. J'ai une première question qui va concerner, je pense, Monsieur Ozerol, plutôt sur les aides individuelles régionales. Et vous avez parlé des formations qui étaient éligibles à cette aide. Donc, les formations reconnues au RNCP d'une durée maximale de 12 mois. Alors, sauf lorsque le référentiel pédagogique le permet, dans une limite de 18 mois. C'est une question, c'est une demande de précision sur ce qu'on entend par référentiel pédagogique. J'entends tout à fait parce qu'en plus, c'est un point important d'éligibilité qui concerne particulièrement le secteur des organismes qui sont aujourd'hui avec nous. Donc, effectivement, les aides individuelles étaient, pour ceux qui les ont connues sur les anciennes versions, limitées à des durées de 12 mois avec des tolérances pour certains diplômes. Lorsqu'ils n'étaient pas en achat collectif, par exemple, pour des BPGEPS, nous financions. Pour ne pas fermer la porte à la réalité pédagogique, aux attendus pédagogiques des formations, mais aussi parce que nous avons des contraintes sur la durée de ces formations, nous avons pris le parti donc, de le formaliser dans le règlement et d'autoriser en fait ces financements-là. Donc, ça n'est pas des dérogations lorsque le référentiel pédagogique l'induit. Concrètement, par exemple, lorsque la formation n'est pas au RNCP, ça peut être par exemple le référentiel attendu par le ministère concerné. Concrètement, pour un BPGEPS, par exemple, on peut financer l'aide, on peut actionner l'aide individuelle, même si le BPGEPS dure plus de 12 mois. Mais nous sommes tenus derrière, parce que nous rémunérons également, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les formations des apprenants, d'être sur des échelles temporelles qui nous permettent de gérer cela, donc de 18 mois maximum. Après, chaque demande qui rentre dans cette fourchette, et puis en réalité, s'il y a des doutes, nous sommes à disposition pour échanger sur les situations un peu spécifiques ou sur les doutes que pourraient avoir les organismes à ce sujet, bien entendu. Donc, j'espère avoir répondu le plus clairement possible à la question. C'était surtout une manière d'ouvrir les possibilités et ne pas être resté bloqué à cette borne des 12 mois pour pouvoir financer notamment certains DE ou certains BP. Merci. Je vais formuler une question qui en reprend plusieurs et qui concerne plutôt Pôle emploi et la complémentarité qu'on peut trouver à l'aide individuelle à la formation qui souvent ne prend pas en charge la totalité du coût d'une formation pédagogique.
pour les diplômes de l'animation et du sport, parce que c'est des formations qui sont parfois plus longues que 12 mois et dont le coût est quasi tout le temps supérieur à 4 000 euros. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver ou à quel endroit on peut trouver un complément de financement pour compléter l'aide individuelle à la formation? Alors, soit le demandeur d'emploi a du CPF, et ça sera un abondement pour l'emploi, il fait sa demande sur MCF et on arrivera en abondeur. Donc, ça peut être une formation à 6 000 euros s'il a 2 000 euros de CPF et que nous, on est à 4 000. Voilà comment ça se fera. Si la personne est travailleur handicapé, nous allons gérer une subvention de l'AGFIP. Donc, l'AGFIP peut venir aussi sur on va dire, le différentiel entre le coût total et le plafond d'intervention. Qu'est-ce que j'oublie? Non, ça va être ces deux cas, CPF, AGFIP. Voilà, donc, parce qu'effectivement, nous, on est sur un principe de gratuité, donc il ne peut pas y avoir de reste à charge. Il faut qu'on arrive à faire le montage financier complet. Pardon. On a une autre question qui concerne Pôle emploi. Combien de stagiaires dans une promotion de formation peuvent bénéficier de l'AIF? C'est ce que j'ai dit, pas de groupe. Donc là, déjà, la question, elle me dérange parce qu'effectivement, ce n'est pas de groupe de stagiaires. Donc, l'aide individuelle, elle est individuelle et personnalisée. Je dirais, dès qu'on est à 2, déjà, on est sur un groupe. On n'a pas dit au-delà de 2, au-delà de 3. Mais il est clair que voilà, ça sera regardé, ça sera étudié. Il n'est pas possible de faire des groupes de stagiaires avec des aides individuelles. Voilà, on n'a pas mis une barre en disant à 2, voilà, il peut y avoir 2, 3. Après, au-delà, ça peut être un motif de rejet. Parce que sinon, on n'est plus sur de l'aide individuelle. On est à ce moment-là sur ça devient un groupe et ça deviendrait du collectif. Mais il n'y a pas une règle, une règle incontournable qui dit à 2, ça y est. La région est sur la même position que Pôle emploi sur ces questions-là. C'est une question délicate. En fait, la difficulté, c'est qu'avec les aides, il s'agit d'une subvention à un individu en fait, que l'on verse. Et le champ de la formation professionnelle étant ouvert à la concurrence et soumis aux règles des marchés. Donc, nous sommes tenus de veiller à ce que des groupes ne soient pas constitués, dans l'intérêt de tous, puisque si c'était le cas, tout cela pourrait être qualifié et annulé. Donc, nous veillons un peu au grain sur ces aspects-là, de façon un peu vigilante, mais c'est une contrainte réglementaire que l'on essaie de traduire de cette manière-là. Merci. On a une question peut-être qui va concerner notre premier intervenant, M. Raymond. Vous avez évoqué le marché nouvelles compétences pour l'emploi et des appels d'offres qui pourraient intervenir prochainement pour répondre à des besoins sur des métiers en développement ou émergents. C'est également une demande de précision. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit sur ces secteurs ou ces métiers en développement ou en émergence? Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a ceux qui sont définis dans le plan de relance. Il y a ceux que nous, on travaille avec notre pôle développement économique aussi, puisqu'ils ont aussi des priorités régionales et des secteurs qui sont soutenus au niveau économique. Et ensuite, il y a des choses que je ne peux pas citer encore aujourd'hui parce que c'est justement dans les discussions avec les contrats régionaux de filière et les acteurs économiques qu'on va définir ensemble ce qu'on va mettre un petit peu dans cet appel d'offres et ce qu'on va définir comme en développement ou émergent. Mais je peux déjà citer que voilà, tout ce qui est action autour du numérique, tout ce qui est autour des nouvelles énergies sera sûrement ciblé dans cet appel d'offres. Pour votre secteur, on peut imaginer que ce qui est en développement ou émergent, ça peut être tout ce qui est autour de l'animation sociale, par exemple. On voit bien qu'avec la crise Covid, on en a déjà discuté avec la DRJS, il y a des réflexions à mener. Et, je crois qu'il y a aussi un BPGEPS autour de tout ce qui est environnement. Donc voilà, tout ce qui est autour de l'environnement et de l'accompagnement social, on va dire, je pense que c'est peut-être des choses qu'on regardera avec une grande attention dans les semaines à venir.